Bonjour à tous et bienvenue pour le podcast Elbakin.net numéro 50. Un numéro un peu particulier ce mois-ci. Déjà à plus d'un titre puisque comme vous pouvez l'entendre, c'est moi Gilles Hossein qui vous accueille. Ensuite, c'est donc un numéro qui compte pour mai et juin et remplace notre traditionnel numéro estival. Et puis ensuite, vous pouvez l'entendre aussi, j'imagine déjà, c'est un numéro qui a été enregistré dans des conditions un peu particulières avec notamment l'aide de Skype. Donc la qualité sonore est en deçà de ce dont vous avez l'habitude depuis maintenant un certain temps. Nous nous en excusons, mais nous n'avons pas pu faire autrement, sous peine de ne pas enregistrer de numéro. Ce qui aurait été quand même un peu embêtant, étant donné que justement on arrive au 50e, et c'est quand même un rendez-vous qu'on ne voulait pas manquer. Donc ce podcast sera en deux parties. La première revenant sur l'actualité de la fantasy du moment. Donc c'est justement un petit changement avec notre formule habituelle. Et la seconde, se penchant sur le podcast et son historique, on va dire. Donc je ne sais pas si ça intéressera tout le monde. Là aussi, je vous préviens d'avance. Mais en tout cas, on voulait tester quelque chose de différent. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont déjà participé de près ou de loin à ce rendez-vous du site. Qu'on les ait reçus une seule fois ou qu'ils soient participants réguliers au podcast. Je tenais à les saluer parce que c'est aussi grâce à eux que celui-ci fonctionne. Après cette intro qui est déjà largement assez longue, je vais donc vous laisser et vous retrouver tout de suite pour la première partie de ce numéro 50. Bonne écoute à tous. Et pour aborder cette première partie de podcast 50, je suis donc avec un revenant, Merwin Tonnel. Bonjour. Et puis, bien sûr, Alessia. Bonjour à tous. Et parmi les sujets du moment à aborder, on voulait revenir notamment sur les séries fantasy qui font l'actualité, bien sûr, et notamment Jonathan Strange et Mr. Noel, donc une série BBC. Parce que si Game of Thrones suit, certains disent un peu trop tranquillement son cours cette année, vous avez peut-être remarqué que nous avons mis l'accent sur le site sur une autre série, à savoir l'adaptation du roman de Susanna Clarke, justement, qui est prévue en 7 épisodes. C'est une adaptation qui a été officialisée par la BBC en 2012, et dont le tournage débuta fin 2013, d'ailleurs plutôt dans une certaine discrétion, parce qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler avant que la diffusion se précise. Ouais, il y a eu très peu de communication là-dessus, on se demandait des fois si c'était encore en cours d'ailleurs. Oui, c'est vrai que ça m'a un peu rappelé la fameuse dernière adaptation là de Pratchett dont on n'entend plus du tout parler. Oui, voilà, les Mages. Enfin, celle-là, à mon avis, est portée disparue. Mais donc dans le cas de Jonathan Strange et Mr. Noel, ça a fini par débarquer sur nos écrans, enfin du moins en Angleterre, bien sûr. Donc par ce beau mois de mai 2015. Et a priori, après 2 épisodes, en tout cas, c'est une très bonne surprise. Donc on voulait bien sûr revenir là-dessus. Donc, à titre personnel, moi j'avoue que je l'attendais avec impatience, mais sans trop savoir ce que cette adaptation allait nous réserver. Et en fait, j'avoue que j'ai été surpris en bien, notamment au niveau du casting. Je pense à Bertie Carvel en Jonathan Strange. C'est un acteur que je ne connaissais pas du tout, j'avoue. Pourtant, c'est loin d'être un débutant. Sa tête me disait quelque chose, mais je ne me rappelais plus où je l'avais vu. Donc bonjour les références, mais je l'avais notamment vu dans l'Inspecteur Barnaby. Hein ah bah oui. Écoute, oui. Doctor Who, Sherlock, notamment. Ah. Sherlock, c'est quelque chose qu'il a en commun avec l'acteur Monsieur Marsan qui joue Norel d'ailleurs, qui a joué Lestrade dans une des adaptations de Sherlock Holmes il y a quelques années. Du coup, on précise que c'est Eddie, hein, pas Stéphane, hein, sinon ça serait un peu surprenant. Non, mais c'était drôle de laisser planer le doute un court instant. C'est vrai. Mais je gâche beaucoup les blagues des autres pour favoriser les miennes, c'est un peu normal. Mais pour en revenir à la série, c'est vrai que j'avais envie aussi de souligner le travail d'adaptation lui-même, donc signé Peter Harness, qui a œuvré notamment sur Wallander, ou l'épisode Kill the Moon, justement, de Doctor Who. C'est pas l'épisode qui m'a le plus marqué, mais j'avais trouvé le concept assez sympa. Kill the Moon, c'est celui avec les petites araignées sur la Lune, c'est ça ? C'est celui-là, oui. Et à la fin, ouais, d'accord. Ouais. La fin, on peut pas trop dire, évidemment, sinon ça sera un peu...
Mais enfin voilà, une fin comment dire, à twist si on peut le qualifier ainsi. Bah déjà rien que ça, c'est un spoiler. Bon, ouais, désolé. Bon, on avait dit qu'on ferait ça sans montage, hein, pour une fois, mais... Mais bon, plus sérieusement, je pense même que ceux qui... parce que le roman à la base de Susanna Clarke est un joli pavé, hein, si je me souviens. Je sais plus combien il fait de pages en français, mais peut-être 800, 900, je sais, ou même 1000. Ouais, c'est un beau pavé, en tout cas. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a remarqué, même en tant qu'avis de lecteur, ou parfois sur le forum, des gens qui disent que ah oui, l'ambiance est sympa, mais c'est lent. Et dans ce cas-là, je trouve que la série peut être un palliatif, si on peut dire, assez intéressant, parce que même ceux qui ont lâché le livre, en fait, à mon avis, peuvent y trouver leur compte, parce que la série ne lambine pas et ne sacrifie pas pour autant l'essentiel de l'intrigue principale du roman. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont trouvé que le roman était trop lent, donc tellement lent que qu'il m'est tombé des mains et que je ne l'ai jamais repris. C'est un bel objet, hein, dans la bibliothèque, il fait très très joli. Mais ouais, non, j'ai trouvé ça juste beaucoup trop lent. Enfin, ça m'a vraiment ennuyé profondément. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter la version série en 7 heures, ça de moins que la lecture du livre. Mais pour l'instant, je peux pas dire que j'ai l'impression que ça ne lambine pas. Alors peut-être que comme vous avez lu et vu, vous avez vous savez où ça va et pourquoi ça part dans telle ou telle direction. Moi, n'ayant lu que vraiment le tout début du roman, je vais pas dire que c'est lent, mais j'ai pas l'impression que c'est extrêmement rythmé. Je trouve qu'il y a une ambiance vraiment particulière dans ce premier épisode notamment, qui se met en place, mais qu'il y a quelque chose de lent. Pas dans la suite d'événements, mais dans la façon dont les choses sont filmées, dans l'ambiance, dans le temps passé sur les soirées, etc. Je trouve que c'est pas si rapide, mais ça reste quand même très intéressant dans le placement de l'intrigue. Après, peut-être que c'est parce que je ne l'ai pas lu que j'ai cette impression-là. Parce que t'as vu que le premier épisode pour l'instant, c'est ça ? Oui. Ouais, donc t'en es au même niveau que moi et ma lecture elle remonte d'assez longtemps quand même, donc c'est presque comme si j'avais pas lu le livre. Et moi j'ai l'impression que j'ai eu cette impression que ça allait quand même très vite, peut-être presque trop vite sur ce pilote, où il y avait des transitions qui étaient entre les scènes effectivement assez rapides, des mouvements, des déménagements qui allaient très très vite, donc c'est pas forcément un mal, puisque oui, je pense que le roman était assez long et que la série n'a que 7 heures pour couvrir tout ça. Mais ça restait quand même assez rapide, quoi. Bon, j'espère que ça sera un plus pour ceux qui avaient trouvé le roman un peu lent et que en série ça passera mieux, mais j'ai pas encore vu le deuxième épisode, j'espère quand même qu'ils vont prendre un peu le temps pour des soirées, des choses un peu, c'est aussi l'ambiance qui est importante dans ce roman, donc j'espère qu'ils prendront le temps de se poser un peu aussi de temps en temps. Moi, le deuxième, j'avoue que je l'ai trouvé vraiment très réussi, justement aussi bien dans les scènes un peu plus, j'allais dire d'action, n'exagérons pas, mais au niveau de l'ambiance, notamment certains lieux, mieux peut-être pas évoquer pour laisser la surprise à ceux qui ne connaissent pas, mais en tout cas, je trouvais que c'était vraiment une reconstitution de qualité, et peut-être à ce moment-là, on pourrait dire que c'est rythmé par rapport au roman, en tout cas, de mon point de vue. Après, moi justement, ce que je trouvais, c'était que c'était rythmé, même pour une série, que ça allait vite, quoi. Après, c'est aussi une série qui doit couvrir un certain laps de temps. Je veux dire, entre le premier épisode et le deuxième épisode, par exemple, il y a plusieurs mois qui se sont écoulés, qui se sont écoulés, pardon. Donc, forcément, c'est un peu une histoire au long cours qui doit par contre subir entre guillemets le traitement de mini-série. Ça, c'est vrai que moi, c'est juste cette crainte que j'ai, c'est que justement ce temps long où il y a beaucoup d'années qui se passent, parfois j'ai peur qu'ils arrivent mal à le faire passer et qu'on se rende pas compte de ce temps en série et qu'on pense que ça se joue que sur quelques mois. Mais j'ai pas encore vu le deuxième épisode, ça se trouve ils vont vite me faire mentir, on verra. Écoute, dans ce cas-là, on renouvellera cette formule actualité pour dire le contraire de ce qu'on vient de dire dans 3 mois.
Ouais, non, mais j'avoue que je suis très très curieuse en tout cas de voir où ils vont, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est quand même un livre qui est assez ambitieux et assez riche au niveau des thèmes abordés et de la façon dont ils sont abordés. Et je me dis que finalement 7 heures c'est très court. Donc j'ai hâte de voir si ça va tenir la route tout seul. J'aime bien comment les séries nous ont rendu quand même super, comment dire. Maintenant 7 heures on trouve ça court quoi. Avant on avait qu'une adaptation en film, on disait 3 heures, ouais, ils ont le temps et tout. Seigneur des Anneaux ils ont tout calé. Maintenant Game of Thrones on trouve que 10 heures c'est pas assez pour un tome. Ils nous ont gâtés les séries. Ils nous ont déformés. Voilà. Non, ce que je voulais dire par contre aussi sur Jonathan Strange et Mr. Norrell, c'est que ce que j'ai retrouvé qui m'a beaucoup plu, c'est l'ambiance qui est un point très important du roman. Le roman joue beaucoup dessus justement avec son rythme un peu lent, etc. Et cette ambiance justement je la retrouve dans la série. Et je pense que c'est l'expérience de la BBC en matière de drame costumé qui aide beaucoup à ce niveau-là. Et côté acteur, moi j'ai surtout retenu la prestation de Eddie Marsan en Mr. Norrell qui m'a beaucoup plu. Et c'est normal qu'on ait envie de le secouer, je veux dire. Oui. Moi qui suis d'un naturel très calme, j'avais juste envie de le secouer dans son fauteuil en disant mais c'est pas possible d'être aussi mou. Mais oui, en tout cas ça, il fait très très bien le carlin battu. Ouais, mais je trouve qu'il est très bon dans son rôle d'inadapté social là où il y a une phrase qui dit vous êtes sûr qu'on est obligé d'aller en soirée là, j'aimerais bien être chez moi en train de lire un livre. Je voudrais lire. Non, mais il c'est très 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 bien joué. Et c'est vrai que moi évidemment l'ambiance c'est un des gros points positifs pour moi. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse particulièrement et qui fait que par exemple je vais me jeter sur une série comme Penny Dreadful. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment c'est fait, et c'est la BBC donc c'est bien fait. Enfin. Et j'ajouterais aussi que si vous voulez suivre avec nous la série semaine après semaine, il y a Zakatnat qui publie sur le site des récapitulatifs et des critiques également des épisodes, donc peu de temps après la diffusion, souvent le lundi ou mardi on met ça en ligne. Donc c'est déjà plus intéressant que les 1000 résumés de l'épisode de Game of Thrones qu'on peut trouver tous les lundis sur tous les sites possibles, histoire de faire du clic quoi. Bah tu n'aimes pas les gifs animés, pourtant c'est... Ouais, oui on devrait faire ça nous aussi, putain. Non mais c'est bien parce que pour le Trône de Fer t'as tout, t'as la version sérieuse, t'as la version militante, t'as la version drôle, t'as la version féministe, t'as tout. Et puis la version pour les lecteurs et pour ceux qui lisent pas les romans bien sûr, mais ça c'est ça. C'est un grand classique. T'as la version qui reprend en gif animé juste les scènes de cul. Ah, c'est ma favorite. C'est sur YouPorn. Ah, c'est le petit plaisir du lundi matin. Bon. Puisqu'on parle de Game of Thrones, justement, enfin, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter de particulier sur Jonathan Strange. Non, ça sera tout. Non, ce sera tout, voilà. Alors, c'est aussi la grosse série du moment, puisqu'on est en pleine saison 5. Mais j'ai remarqué ici ou là que cette saison m'a l'air peut-être un peu plus contestée que les autres. Donc j'aimerais savoir aussi si vous penchez pour cette option-là, ou si pour vous rien n'a changé, c'est toujours la même constance, on va dire, dans l'adaptation des romans de Martin. Ouais, j'ai l'impression que c'est aussi le fait que ce soit un peu plus contesté, c'est le côté ouais c'est bon, ça fait 5 ans que c'est à la mode, et puis le côté internet maintenant on est blasé, donc on essaye de trouver des défauts à la série, parce que personnellement moi je vois pas de différence dans la tenue des intrigues et de l'écriture entre des scènes qui sont inspirées du bouquin, donc là du tome 4 et 5, et puis des arcs narratifs qui sont complètement nouveaux ou largement modifiés, donc je pense à Dorne, à Sansa ou à Tyrion. Donc je dirais personnellement que cette saison 5, moi, elle est typiquement dans le même moule que les précédentes saisons, que ce soit en termes de rythme ou de qualité. Quelles que soient les modifications par rapport au tome 4 et 5, je trouve que c'est très bien géré, et puis il y a des choix de simplification scénaristique qui sont très pertinents. Je pense notamment à Sansa, à Winterfell, qui, je pense, les scénaristes vont réussir à bien retomber sur leurs pattes, et sans ajouter des personnages inutiles ou comme Jane qu'on avait dans les bouquins quoi. Donc c'est après on entend pas mal de critiques sur le rythme, mais j'ai l'impression que on avait aussi pas mal de critiques sur le rythme de tous les débuts de saison depuis la saison 1. Personnellement je comprenais déjà pas ça à l'époque.
Je pense qu'on en parlait dans le podcast dédié au Trône de Fer, où il y avait eu juste la saison 1 qui avait été diffusée, et déjà, il y en avait qui trouvaient que le rythme était un peu lent. Moi, je trouve déjà que l'alternance des intrigues et des personnages, ça explose vraiment toute la narration, et ça garde très facilement l'intérêt du spectateur tout au long d'un épisode. Donc moi, je me suis jamais fait chier devant un épisode. Et puis aussi parce que la structure des saisons, c'est la même depuis la saison 1, donc c'est une structure qui reprend un peu celle des romans. On place les pions, on met en place les enjeux dans les premiers épisodes, on va dire la première moitié de la saison, et on fait tout péter dans la deuxième moitié. Et là, vu l'épisode 7 qu'on vient d'avoir, il est évident que ça va beaucoup bouger en fin de saison. Il y a beaucoup d'intrigues qui vont se dénouer, notamment dans le Nord. Donc ils ont même choisi de ne pas mettre l'arc de Bran pour pas surcharger le tout, ou alors ils avaient peur d'inventer, puisque là ils ont rattrapé les bouquins en fin de saison 4. Donc non, moi je suis pas choqué pour l'instant. Moi j'ai un peu l'impression que c'est peut-être la partie sur Dorne qui cristallise, bon à part le personnage de Sansa bien sûr, mais j'ai l'impression que Dorne a pas mal déçu en fait, notamment ce qui s'y passe. On attendait par rapport aux nouveaux personnages qu'on attendait peut-être un peu plus, je sais pas, charismatique ou investi. Je saurais pas trop le définir, mais c'est sympa à suivre, notamment pour un des duos de personnages qui sévit là-bas, mais c'est peut-être pas ce que les gens attendaient. Sur Dorne, je pense que ça a pas commencé en fait. Je pense que on en est juste au début de ce que peut proposer cet arc-là. Après, je suis d'accord qu'il y a eu une scène, la scène de combat là à Dorne dans les jardins qui était un peu cheap. Notamment comment ils sont arrivés là, tranquillement. Mais bon, moi je pense que là on n'a pas encore eu vraiment tout ce que peut proposer Dorne, et on en est qu'au début à mon avis. C'est vrai qu'il faudra voir ce qu'ils nous réservent les 3 derniers épisodes à ce niveau-là aussi. Donc, et la saison 6, bien sûr. Ouais. Moi, j'avoue que ce qui m'a surtout intéressé ces dernières semaines, au sujet de Game of Thrones, c'était tout ce qui s'est passé sociétalement au niveau de la réception des épisodes. Parce qu'évidemment, il y a toujours ce combat entre ceux qui ont lu, ceux qui ont vu, ceux qui préfèrent l'un et ceux qui préfèrent l'autre. Ça, je pense qu'on aura ça jusqu'à la fin de la série. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était les réactions des gens, notamment l'épisode avec l'arrivée de Sansa à Winterfell notamment, ça a fait couler pas mal d'encre, et c'était intéressant de voir les réactions des gens, j'ai trouvé à ce propos. Tu parles de la dernière scène ou juste de la dernière scène? Ouais. Moi ça m'a pas choqué, bah si, ça m'a choqué pour le personnage, mais je veux dire c'est totalement dans le personnage de Ramsay Bolton, ça sort pas de nulle part, je comprends, ça fait partie de l'arc narratif de Sansa et de Théon en même temps. C'était vraiment pas une scène inutile ou juste pour le plaisir, ou je sais pas quel autre argument peut y avoir, mais ça m'a paru tellement classique, quoi. Théon qui s'est pris la saison dernière, on a compris que Ramsay était un beau salopard, donc il y a rien de vraiment choquant. C'est pas une question de... parmi les remarques qui ont été faites, notamment, il y a le fait que... Bref, vous avez compris. C'est surtout que c'est quelque chose qui... C'est pas la première fois que les créateurs de la série rajoutent ce type de violence sexuelle à des moments où il y en avait pas nécessairement dans les bouquins, et qu'ils en rajoutent une couche par rapport aux bouquins. De ce que j'ai lu un article récemment moi ça fait longtemps que j'ai plus lu le tome 5, que je l'ai lu il y a longtemps, et qui disait que ce que prenait Jane, qui est l'amie de Sansa dans le bouquin, et qui elle était à la place de Sansa dans la série, c'était beaucoup plus graphiquement violent et décrit par George Martin qu'ils l'ont fait dans la série. Alors, j'ai pas de preuves parce que j'ai pas ressorti le bouquin, mais il me semble que George Martin y est allé avec beaucoup plus sauvagement que la série, sauf que c'était sur un personnage complètement secondaire auquel on n'était pas attaché, quoi. C'est vrai que quand on repense au sort de ce personnage-là dans le roman, c'est sûr que c'est peut-être pas forcément le personnage auquel on est le plus attaché, parce que voilà, c'est pas
un des personnages qu'on suit depuis très longtemps, mais c'est sûrement un des pires destins que Martin justement ait jamais réservé à l'un de ses personnages, quoi. Ce qui n'est pas peu dire vu l'auteur. Et puis j'ajouterais que en matière de direction, enfin graphiquement c'était quand même assez soft, quoi. C'était violent psychologiquement, mais c'était vraiment pas non plus par rapport aux scènes de torture de Théon de la saison dernière où il nous montrait beaucoup plus. Là, ça restait quand même, et puis en plus c'était assez fort ce gros plan sur le visage de Théon qui est super bien joué d'ailleurs par l'acteur sur cette scène, et je trouvais justement qu'il y avait une certaine pas une pudeur, mais il y avait quand même une certaine recherche sur la scène pour pas la rendre crasse, quoi. Oui, c'est ça, mais du coup c'est intéressant, moi je trouve, de voir à quel point l'adaptation en série peut faire justement réagir les gens sur des faits qui au final n'ont plus grand chose à voir avec l'intrigue, mais du coup ça touche à quelque chose qui fait que les gens réagissent extrêmement violemment à ces scènes-là. Ça a été la même chose avec certaines scènes dans Outlander, où il y a eu des réactions très très marquées aussi, quoi. Je trouve ça intéressant. Enfin, moi c'est vraiment un aspect qui m'intéresse, de regarder comment c'est reçu par le public et comment les gens réagissent à ça. Je trouve ça intéressant. Après, au niveau de la série elle-même, je dois avouer que je regarde, mais que on peut pas dire que cette année c'est pas comme si j'étais vraiment passionnée non plus par la série, mais je pense que ça a rien à voir avec la construction de la série, comme tu l'as dit. Enfin, je veux dire, le rythme est le même, la qualité des intrigues reste les mêmes. Après, les choix, on les valide ou on les valide pas, mais enfin, ils sont là de toute façon. Donc, je pense que c'est peut-être plus une question de entre guillemets lassitude parce qu'on arrive à la saison 5, mais Oui, je pense que comme disait Merwin à ce sujet, c'est vrai que voilà, maintenant c'est une série installée. Il y a plus exactement il y a plus de découverte en somme, et ça fait partie des séries dans le paysage qu'on suit année après année. Donc c'est vrai que l'absence de ce côté nouveauté rend peut-être aussi un peu les gens légèrement blasés quant à la qualité globale de la saison. Je sais pas. À mon avis, Internet se lasse vite quand même. C'est ça, oui. Faut toujours trouver. Tant que la série va au bout, là c'est assez évident qu'elle va y aller, donc oui. Ça me dérange pas. Mais après, c'est vrai que justement sur Internet, surtout, faut vite. Les chouchous changent vite, donc du coup là, c'est peut-être le signe que pour Game of Thrones, on se dirige vers la fin, et donc maintenant c'est plus la série forcément qui retient le plus d'attention. C'est sûr. Par contre, il y a autre chose que j'ai beaucoup aimé là sur les derniers épisodes, c'est que sur tout ce qui se passe au nord, il y a beaucoup de neige et on sent vraiment que l'hiver vient. Et autant dans la saison 1, je trouvais la neige de Winterfell qui était assez ridicule, on voyait que c'était du polystyrène ou je sais pas quoi. Autant là, c'est vraiment très crédible, et j'aime beaucoup l'ambiance hivernale qui commence à s'installer sur le nord, et c'est très très bien rendu, je trouve. Mais c'est assez subtil, quoi. C'est pas, je sais pas. Moi, quand c'est un moment où, tu vois les flocons qui passent par la fenêtre. C'est pas le truc où d'un seul coup on te montre. Je sais pas. Ouais. Y a pas d'avalanche. Non. Mais bon, ils pourraient venir tourner au Québec. Moi, je leur recommande. Ça serait quand même mieux que l'Islande, oui. Bon, après, il y a aussi une nouvelle chose sur cette saison 5 qui se fait de plus en plus sentir, vu qu'on le dit, il y a des inventions de la part des scénaristes. C'est que finalement, les lecteurs rejoignent de plus en plus les non-lecteurs dans leur découverte un peu candide des épisodes. Moi, je sais que l'épisode de la semaine prochaine, je sais pas exactement comment il va avancer, qu'est-ce qui va se passer, je sais pas comment ils vont finir la saison exactement, sur quel... Bon, j'ai quelques idées, mais je sais pas exactement sur quel cliffhanger ils peuvent finir la saison, par exemple. Donc, il y a pas mal de pistes qui sont ouvertes et qui peuvent laisser les lecteurs dans le même état que les non-lecteurs en termes de plaisir de la découverte, quoi. Et je pense que ça risque d'être d'autant plus le cas en saison 6, puisque là, à la fin de la saison 5, on devrait avoir rejoint tous les arcs narratifs, grosso modo, des tomes 4 et 5.
Et donc il va y avoir à mon avis beaucoup d'inventions, à part peut-être du côté de Sam où je crois que il y a encore Office for Crows à couvrir. Mais sinon, s'ils veulent s'ils veulent avoir du Daenerys, du Tyrion, etc. à la rentrée prochaine, ça risque d'être difficile sans le bouquin. Ça va être vraiment soit de l'invention, soit Martin leur aura dit quelques pistes. Et je pense que la saison 6 va être vraiment très différente de ce à quoi on peut s'attendre. Ouais, c'est vrai que du coup la 5 prend peut-être en plus un côté vraiment transition entre les saisons adaptées directement entre guillemets des romans et puis la découverte comme tu dis. Et puis de toute façon c'est aussi une transition parce que les tomes 4 et 5 avaient aussi ce côté transitoire après l'hécatombe du tome 3 quoi. Ouais. En effet. Mais c'est vrai que nous c'est au travail c'est une sorte de rituel. Quand l'épisode est passé, on se retrouve à l'heure du déjeuner et tout le monde débriefe sur ce qui s'est passé, ce qui peut se passer, etc. Et c'est vrai que du coup oui, il y a des surprises pour tout le monde, a priori, donc c'est intéressant. Ça c'est valable quand on a des collègues. Merci. Merci de me rappeler à ma condition de traducteur solitaire. Mais écoute, la prochaine fois, on t'invitera sur Skype et puis tu discuteras avec nous. Ah, chouette. Mais viens poster sur le forum, sinon. C'est vrai. Je devrais y penser, il a l'air bien ce forum. Bon, on va maintenant parler d'une des grosses sorties vidéoludiques de l'année, qui est The Witcher 3. Gilo, comme moi je suis trop occupé à poutrer du sombrage dans Skyrim et que Alessia et le squat Battle.net en ce moment, je crois que tu es le seul de nous trois à y avoir joué. Tu auras un avis là-dessus ? Oui, effectivement. Je sais qu'on est plusieurs sur le forum ou sur le site à l'avoir entamé, mais là je suis le seul représentant pour vanter les mérites de la dernière production en date des prodiges polonais, quelle allitération, de CD Projekt Red, donc les développeurs de The Witcher 3, qui est donc le troisième The Witcher. Hein. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc c'était un RPG effectivement parmi les plus attendus de l'année, si ce n'est le plus attendu à mon avis. Donc on suit, c'est l'adaptation des romans de... je vais peut-être me planter sur la prononciation. Sapkowski, voilà, c'est ça. On va rester là-dessus. Donc le sorceleur en VF. Hein. Donc Geralt de Rive, qui dans ce troisième épisode voyage pour retrouver sa fille adoptive Ciri. Voilà. Non mais elle a une reconnaissance vocale ou pas? Tu fais t'appuies longtemps sur le bouton, tu dis bonjour Ciri. Non, par contre, tu double-cliques et tu peux faire arriver ton cheval, ce qui est toujours très pratique. Ah, ça c'est bien. Même si tu l'as laissé à l'autre bout de la carte au départ, il arrive. Non, mais plus sérieusement, c'est un RPG dans la droite ligne du deuxième. On va dire un RPG à l'ancienne, à l'européenne, assez classique, mais qui se distingue vraiment par une richesse assez hallucinante. Les développeurs avaient parlé de 200 heures de jeu avant la sortie. Bon là forcément on se dit baratin. Et puis finalement on commence à se lancer dans l'aventure. Je sais pas, je dois avoir fait, je joue pas énormément, hein, j'ai pas non plus trop le temps. Je dois être à peu près à 10 heures de jeu, je sais pas, je pense. Et je suis très loin d'avoir terminé, on va dire, le deuxième chapitre de l'intrigue principale. Parce qu'en fait, une des forces du jeu aussi, c'est ces quêtes secondaires qui sont assez recherchées. On est loin des quêtes FedEx où va me chercher un objet là et ramène-le-moi, machin. Bon, il y a parfois des objets à ramener, mais je veux dire, le contexte fait que chaque petite quête en fait a l'air d'être est à la hauteur finalement de ce qu'on pourrait s'attendre à trouver dans une intrigue générale d'un n'importe quel autre RPG. Et puis justement, ces quêtes secondaires sont elles aussi très bien écrites, avec l'ambiance générale aussi bien des jeux que des romans d'ailleurs. Donc une ambiance globalement très sombre, mais qui n'oublie pas quelques touches d'humour, notamment dans les dialogues avec les rencontres entre Geralt et les divers personnages non joueurs, parfois assez pittoresques. Hier, j'étais à la recherche d'un certain Jeannot qui avait perdu sa voix. Donc, ça parlera peut-être à ceux qui ont déjà entamé le jeu. Après, voilà, c'est pas le jeu parfait pour autant, parce que on retrouve des petits défauts, mais qu'on trouve depuis
le début même du RPG, je pense, hein, parce que je sais pas avec quelle génération de consoles ou de PC on pourra avoir enfin des villageois par exemple qui ne répètent pas toujours les mêmes phrases dès que tu reviens les voir, ou alors c'est ça, ou qui se souviennent pas qu'on leur a parlé, et puis bon, parfois tu te dis ah, si je le tuais lui, bah tu peux pas, donc tu n'as pas encore de liberté totale, on va dire, sur la carte, qui par ailleurs est vraiment immense aussi. Enfin, quand on parle de la richesse du jeu et de sa générosité entre guillemets, même si c'est souvent un terme assez galvaudé, ça se voit vraiment dans tout, hein, comme je disais, aussi bien le scénario principal ou secondaire, la carte, enfin le monde qui est juste gigantesque. Moi, ça m'arrive de chevaucher comme ça. La crinière au vent. C'est ça, la crinière au vent. Sans but en fait, juste pour admirer un coucher de soleil avant de méditer pour retrouver mes forces. Enfin, parce que je joue pas en niveau de difficulté super élevé, hein, je précise. Il y en a 4, moi je joue dans le 2e, on va dire, parce que les 2 autres sont quand même assez corsés a priori. Mais non, c'est vraiment, pour l'instant en tout cas, c'est un RPG très réussi. Souvent ces derniers temps, je pense comme pas mal de monde qui joue moins peut-être qu'à l'époque, je sais pas, du lycée ou de la fac. Souvent je commence des jeux, puis je laisse un peu de côté, puis 6 mois après, je m'aperçois que j'ai pas continué. Là, j'avoue que tous les soirs, j'essaye, c'est un plaisir. Je joue, je sais pas, au moins une petite heure pour continuer, parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce qui nous attend. Et pourtant, pour ceux qui suivent un peu le site ou le forum, on sait que je suis vraiment pas fan des romans. C'est ce que j'allais te demander, si ça t'avait donné envie de relire les romans. Non, même pas en fait, parce que je pense pas que ce soit par rapport au roman, justement, je pense pas que ce soit style comment ça peut arriver parfois. C'était pas le bon moment pour les lire ou je sais pas quoi. Non, moi vraiment, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça le concept vraiment exploité. Puis alors, je sais pas si ça vient de la VF, mais le style est pour moi vraiment pas terrible. Là, justement, on va dire que la version vidéoludique gomme ses défauts. Et voilà quoi. Là, je plonge vraiment dans l'univers et là, je suis vraiment intéressé par le destin des personnages. Et pas uniquement pour les scènes à caractère sexuel, qui ponctuent l'aventure. Mais non, vraiment, je pense que ça sert pas à grand chose de vous le recommander parce que tout le monde vous le dira, mais moi je trouve que justement pour un jeu aussi attendu, il reste à la hauteur des attentes et des espoirs qu'il suscitait. Donc pour moi c'est vraiment plus qu'une bonne surprise, c'est une vraie confirmation et un très très bon jeu à ce niveau. Voilà. Non, j'allais dire, reste à voir si maintenant, si celui-ci a bien réussi à tenir ses promesses, voir ce que donnera Assassin's Creed Syndicate. Je sais pas si vous le tenterez aussi, mais a priori, enfin... moi, je suis toujours dans celui sur Paris, là, parce que... ouais. C'est sympa aussi, hein, je t'avoue, mais la maniabilité, parfois, est tellement... frustrante que tu te dis et pourtant j'ai bien sauté sur cette poutre, alors pourquoi je suis tombé à côté. Ouais, ça peut être assez agaçant, mais j'avoue que le prochain, ne serait-ce que par l'environnement londonien, la période victorienne, etc., j'ai très très envie de voir ce qu'ils vont en faire. Après, apparemment le gameplay est différent, donc à voir ce que ça peut donner. Moi, c'est vrai que The Witcher, j'avais joué au premier. Mais le problème, c'est que c'est un jeu qui est tellement gourmand que j'étais obligée de squatter un autre PC pour pouvoir jouer, donc c'est pas des plus pratiques. Bon, à moins que je fasse un crowdfunding pour qu'on m'achète un nouveau PC. Mais en attendant, enfin voilà, ça fait partie de ces jeux ça marcherait peut-être, hein. Mais ça fait partie de ces jeux qui sont pour moi, enfin pour mon PC dans l'immédiat, je peux juste pas jouer quoi. C'est vrai que c'est aussi embêtant, mais les versions console, en tout cas pour ceux qui peuvent, sont très réussies aussi, avec un avantage bien sûr à la version PlayStation 4. Ou pas. Ce que je reconnais d'autant plus puisque moi je suis du côté Xbox. Oh là là. Oui, il en faut bien un.
Vous savez pas que jouer, ça se fait Bah que sur si, PC. mais on n'arrive pas à l'éduquer. Moi, je joue pas si je peux pas jouer sur PC. Alors, ça n'intéressera personne, mais j'ai laissé ma tour en France, donc excusez-moi de n'avoir qu'un portable pour un... Ce n'est donc pas très pratique. Bon, on enchaîne avec les Imaginales 2015. Donc oui, les Imaginales, elles ont lieu fin mai, hein, comme chaque année. Je pense qu'elles seront passées depuis quelques jours quand vous écouterez ce podcast 50. Donc, comme d'habitude, on espère que vous aurez pu passer sur notre stand pour nous faire coucou et nous piquer des bonbons ou nous critiquer, hein, bien sûr. C'est aussi votre choix, hein. Surtout que je ne suis pas là, donc faites-vous plaisir. Oh, quelle saleté. Non, mais plus sérieusement, les Imaginales, c'est quand même l'un des, voire en fantasy, le festival incontournable de l'année, donc à Épinal. Et aussi, c'est donc un festival qui est accompagné d'un prix, bien sûr. Donc vous avez sûrement vu depuis les gagnants de cette édition 2015, hein, que ce soit sur le site évidemment des Imaginales, dont nous sommes partenaires d'ailleurs, ou sur Elbaking directement. Et donc cette année a été distinguée en roman francophone Manèche de Stéphane Plateau, au Mouton électrique. Alors personnellement, c'est un roman qu'on avait aussi sélectionné pour le prix du site l'an passé, et de l'assaut l'an passé. Donc pour moi c'était un vrai bon livre, nettement plus ambitieux que la moyenne. Pardon. Et j'avoue que ça me fait plaisir de le voir distingué de cette façon. Donc même si je pense que les Imaginales s'en fichent un peu, j'appuie leur choix, on va dire. Et niveau roman étranger, c'est comme un conte de Graham Joyce, donc traduit par Louise Malagoli, qui a été chez Brajlon, qui a été distingué. Donc là aussi, moi en tant que grand fan de Graham Joyce, du regretté Graham Joyce, j'étais bien content de voir le roman distingué. Même si, pour moi, c'est pas non plus son meilleur roman quand je repense à, je sais pas, Ligne de vie ou d'autres. Donc c'est vrai qu'il y a un peu un côté, ce qui est forcément dommage, prix posthume, on va dire, du fait de la disparition de l'auteur. Mais après, forcément, ça reste un très bon livre que je vous encourage à découvrir. J'avoue que moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu peux dire sur Graham Joyce. J'avoue que l'idée du prix hommage pour récompenser un roman, le dernier, je sais pas, moi c'est quelque chose j'aurais préféré peut-être quelque chose, peut-être un prix spécial, je ne sais pas, quelque chose pour mettre en avant l'ensemble de sa carrière, mais pas nécessairement un prix pour le dernier, parce que voilà, au niveau du temps, c'est le dernier sorti, le dernier paru, et c'est lui qui l'a. Je sais pas si les choses auraient pu s'organiser différemment, mais c'est vrai que, du coup, c'est un prix pour l'année qui est donné pour l'ensemble de la carrière. Donc après, est-ce que tous les romans de la même catégorie ont été jugés pareil à l'aune de ce décès-là? Je sais pas si le jury l'a annoncé comme ça non plus. Ils ont pas dit non. Alors c'est marqué, tu as vu ce qui est marqué? C'est marqué: nous avons une pensée émue pour Graham Joyce, écrivain britannique au talent immense qui nous a hélas quittés en 2014 et à qui le jury a tenu à rendre hommage. D'accord. Ouais. Voilà. Et là, c'est là où moi ça me gêne un peu. Je comprends tout à fait la démarche, mais du coup, pourquoi, par rapport aux autres livres et par rapport à ce livre-là, qui est très bien, mais je sais pas. Personnellement, j'irais pas jusqu'à dire peut-être que ça me gêne, mais c'est vrai que du coup, le problème c'est qu'il y a un peu de flou, donc et que par rapport aux autres romans qui étaient nommés cette année, du coup on se dit que de toute façon ils étaient un peu nommés pour rien finalement. C'est un peu ça mon. Après, ça reste une très belle sélection et deux beaux vainqueurs, hein, donc de ce côté-là, pour les prix adultes, on va dire, moi j'ai aucun problème avec leur choix. Et le prix jeunesse alors? Je sais pas. Donc le prix jeunesse, il y avait quand même, de très très jolies choses. Le prix jeunesse, contrairement au prix entre guillemets adulte, n'est pas séparé roman francophone, roman traduit. Jeunesse, c'est vraiment ouvert. Tout mélangé. Et bon, moi j'avoue que évidemment, je suis très contente que ce soit La Voix des oracles d'Estelle Fay chez Scrinéo qui ait remporté le prix.
Après, il y avait aussi de très très belles choses. Donc là, j'avoue que j'aurais été bien en peine de juger, parce que enfin là la sélection est intéressante avec vraiment différents aspects de la littérature jeunesse. Donc c'est riche, quoi. Bah c'est de ce côté-là, on peut que s'en féliciter de toute façon pour la fantasy en général. Et surtout la fantasy, enfin ces dernières années, la fantasy jeunesse par des auteurs francophones a vraiment pris son envol, et c'est très très intéressant de voir différents auteurs qui émergent, différentes facettes de différentes thématiques, et voilà. Oui, alors en tant que représentant du prix adulte d'Elbakin.net, laisse-moi te dire que les auteurs francophones en adulte n'ont pas démérité et n'ont pas à rougir effectivement de ces dernières années face à leurs collègues de la jeunesse. Ouais, mais alors des fois, nous, on nous dit qu'on devrait grandir et lire autre chose. Vous, on vous le dit pas. Si, parce que nous, de toute façon, on lit des trucs avec des mecs en peau de bête. Et puis on joue encore à des RPG, non mais je te jure. Bah oui, c'est ça. Non, mais en tout cas, la sélection jeunesse, enfin, pour moi, très sympa et très bon choix. Pour les illustrations, vous en avez pensé quoi? Moi, j'avais lu effectivement l'étrange cabaret des Fées désenchantées. J'avoue que tout ne me plaisait pas, et puis ça dépendait. C'était une vision assez particulière, mais après le livre est très beau, donc ça m'étonne pas spécialement qu'il ait été distingué. Bah, moi je l'ai trouvé, enfin moi c'est un livre qui m'a beaucoup plu au niveau du visuel, c'est quelque chose qui me parle, donc j'étais vraiment ravie de le lire. Après je trouve ça très difficile parce que c'est pareil pour l'illustration, vous avez par exemple plusieurs romans romans ou recueils ou livres-objets, artbook, etc., qui sont nommés, et vous avez par exemple Aurélien Polis pour ses couvertures de l'année. Et à chaque fois je me dis mais du coup c'est vrai que c'est pas. Pourquoi enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a c'est peut-être au niveau de la façon dont sont délimitées les catégories, mais ça me semble un peu étrange comme façon d'organiser, sachant que Aurélien Polis fait des illustrations que je trouve vraiment superbes, et je l'avais vu notamment dans l'exposition Rêve de monument. Ce qu'il avait pu faire était vraiment très très beau. Donc du coup ça a rien à voir avec la qualité des illustrations ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai du mal à voir comment se construit la catégorie. Bah c'est pour ça que nous on s'en mêle pas. Hein. On n'a pas de catégorie de ce genre-là, donc comme ça. Non mais c'est vrai que c'est très compliqué. Voilà, c'est surtout jugé de. Enfin, on dit la même chose des romans d'ailleurs, mais c'est vrai que les illustrations c'est encore ça peut être tellement varié que je pense que c'est vraiment compliqué de se mettre d'accord. Et déterminer des critères objectifs pour pouvoir s'accorder, je pense que oui, c'est extrêmement compliqué. Ah bah ça, du moment qu'on est dans un jury, il y a toujours une partie quand même subjective, je pense. Ouais, par contre, moi, j'interviens pas beaucoup parce que, comme toujours de mon côté, les prix, ça me passe un peu au-dessus de la tête parce que je lis tellement peu de nouveautés que je crois que j'ai pas dû lire une seule chose de ce qu'il y a dans cette sélection, ouais. Mais on en reparlera dans 10 ans, c'est pas grave. Alors, j'ai enfin lu le premier tome de La Roue du Temps. Ouais, je comprends pas pourquoi. Non, mais bon. Puis après, c'est toujours le même débat. Est-ce qu'un prix fait lire? Oui, non, peut-être. Ah ça, je pense qu'il faudrait faire une émission entière là-dessus pour en débattre, et encore, on n'aurait sûrement pas de verdict tranché à la fin. Donc, pour le coup, je pense que c'est encore plus difficile que de choisir des vainqueurs de prix. Oui, je pense. Du coup, on fait peut-être un saut côté sortie littérature du moment, avec, on peut dire un Moi Jaworski et Le Sentiment du Fer et Chasse Royale. Mm-hmm. Donc, moi j'ai lu le tome 2, j'ai lu Chasse Royale, donc le tome 2 de Roi du Monde, la trilogie en 4 tomes de l'auteur. J'ai trouvé que c'était un titre dans la suite tout à fait logique, aussi bien sur le fond que la forme du premier. Un très bon moment, mais je sais pas s'il y a vraiment un mais dans l'absolu, voilà, ça reste une de mes bonnes lectures de ce début 2015, ça c'est sûr. Est-ce que ce sera forcément dans mes préférés? Je sais pas encore. Voilà ce que je peux en dire, n'ayant pas lu Le Sentiment du Fer.
Alors moi j'ai lu Le Sentiment du Fer, je l'ai fini hier et j'ai à peine commencé le Chasse Royale, c'est-à-dire j'ai lu la première phrase. Juste sur Chasse Royale, je suis assez surpris que, alors je sais pas si ça vient de l'éditeur ou si ça vient de l'auteur, d'avoir coupé ce tome en deux avec donc une parution cette année et puis la deuxième partie Chasse Royale qui arrivera l'année prochaine, je crois. Parce que j'ai pas compris si c'était une volonté de faire une parution cette année et de pas trop décaler ou si c'était un problème purement logistique d'édition. Mais ce tome de Chasse Royale, il doit faire 275 pages, il me semble. Alors, ah oui, voilà, c'est court. Ça me paraissait pas impossible d'avoir les deux parties en un seul livre, mais bon, je sais pas exactement qu'est-ce qui a motivé ce découpage. Je sais pas non plus, mais c'est vrai que du coup, c'est... Pour revenir à mon impression, pas mitigée, hein, mais donc si j'avais peut-être un reproche, c'est un peu finalement comme dans le premier tome, que j'avais trouvé aussi très court, c'est que malgré tout, il y a un goût de trop peu qui fait que ça s'arrête trop vite, quoi. Donc du coup, ça nuit un peu, si on peut dire, à la consistance de l'ensemble. D'accord. Mais pour revenir sur le Sentiment de Fer, donc c'est un livre qui a été publié en poche chez Helios et qui reprend en fait 5 nouvelles du Vieux Royaume qui ont été publiées dans diverses anthologies. Donc moi j'ai bien aimé l'idée de tout regrouper dans un seul petit bouquin parce que j'avais pas forcément envie d'acheter les 12 000 anthologies d'Imaginal et des différents prix, enfin des différents c'est sûr que... différents autres festivals. Alors que j'étais juste intéressé par les nouvelles de Jaworski. Par contre, je trouve juste dommage qu'il manque 2 nouvelles pour clore le tout, notamment Montefelon. Alors certes, on peut les trouver dans les éditions augmentées de Janua Vera chez les Moutons Électriques, mais moi j'avais la première édition de Janua Vera en poche. J'ai acheté Le Sentiment de Fer et au final j'ai pas l'intégrale des nouvelles, donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est toujours d'aussi bonne qualité en tout cas. Je suis vraiment bluffé par l'élasticité et la profondeur de l'univers de Jaworski. Parce qu'on parle souvent de sa très belle plume, mais je pense que ça doit être le meilleur world builder de la fantasy française. Son Vieux Royaume peut aussi bien accueillir des récits avec une ambiance de la Renaissance italienne, des histoires de chevalerie, des récits très low fantasy qui s'enchaînent juste après avec de la high fantasy, avec des nains, des elfes, etc. Et le tout s'imbrique superbement bien, avec beaucoup de cohérence. Et dans Le Sentiment de Fer, là, j'ai notamment beaucoup aimé Désolation, qui raconte le périple d'une troupe de nains à travers d'anciennes mines, et qui a un peu un clin d'œil à Tolkien, vu qu'on sait que l'auteur est un grand fan de l'auteur, donc de Tolkien. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé de se plonger dans la culture naine version Vieux Royaume. Alors moi j'ai un ami que je ne citerai pas, qui l'a lu aussi, et qui m'a dit qu'il trouvait que les 2 premières nouvelles étaient peut-être un peu en dessous. Alors je sais pas si tu partages cette opinion ou... Alors je crois que dans la première nouvelle, la toute première qui est Le Sentiment du Fer, qui nous rappelle un peu Gagner la guerre puisque ça se passe à Sudalia, donc la grande ville dans laquelle se déroule l'intrigue de Gagner la guerre. Celle-là, je l'ai beaucoup aimée. D'accord. Celle d'après, je crois que c'est peut-être l'elfe et les égorgeurs, qui est un récit très court et avec une chute pas forcément phénoménale, mais c'est pas forcément le récit le plus... Il doit faire 10 ou 20 pages, donc c'est un petit récit assez rapide, et je pense que dans le format, on peut pas faire beaucoup plus, quoi. D'accord. Non, moi j'ai pas de déception sur ce recueil. Moi j'ai 10 ans de retard. Hein. Moi je viens de commencer Janua Vera, hein, donc je vous laisse... oui, 10 ans de retard. Donc le temps que ça sera comme pour les prix, on en reparlera un petit peu plus tard, le temps que j'ai lu le temps. Janua Vera, Gagner la guerre. Mais j'ai aussi investi dans Le Sentiment du Fer, parce que, c'est une... En plus, Helios, je trouve que c'est une collection qui est très, très agréable. C'est le sentiment du fer ou de fer, alors? Du fer, le d'accord. Sentiment du fer. Donc voilà. Même s'il y a une erreur sur le 4e de couverture. Ah, oui, parce que c'est ça qui me semblait avoir vu passer. Ouais. Donc, je trouvais ça un peu... Ah oui, effectivement. Oh, pardon. Non, mais... Ça sent que j'ai le livre dans la main, c'est ça? Effectivement, j'avais pas vu. Ah ouais, c'est moche.
Enfin, en tout cas, c'était mon premier bouquin de Helios. Et si j'aime pas trop, je trouve qu'il y a la police est peut-être un peu grosse, etc. J'ai beaucoup aimé la couverture qui se plie pour pas casser la tranche. Ça, c'est bien pratique, ça. C'est très rare sur les poches. Et j'ai bien Moi, je aimé. les trouve très bien. Enfin, je commence à en avoir une petite collection d'Helios. Enfin, c'est vrai que j'aime beaucoup. Au niveau, enfin, c'est idiot, mais au niveau de l'objet livre, je trouve qu'ils sont très bien. Au niveau des choix des couvertures, ils font des choses aussi intéressantes. J'avais commencé par Guilo, celui que tu as choisi. Je vais pas me rappeler, le Nécromancien, voilà, parce que je voulais lire quelque chose de lui avant de me lancer dans Mythagos. Oui, Ça n'a rien à j'ai voir, encore hein, 10 ans de retard. Et donc du coup, enfin voilà, moi je trouve qu'ils sont vraiment bien. Il y a ce que j'aime bien, c'est qu'il y a comme le Sentiment du Fer qui sort directement dans cette collection-là, directement en poche. Ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et où après, par exemple, dans les veines de Morgane Cossarieux qui arrive du coup en poche assez rapidement après sa sortie grand format. Donc ça c'est très intéressant aussi. Et pour rester sur le mois Jaworski, on peut noter aussi également que début juin, il y a Folly SF qui a eu la folle idée de sortir une intégrale du Jeu Royaume. Donc dans un seul bouquin, il y aura Gagné à la guerre et l'intégralité des nouvelles. Donc ça devrait faire un sacré pavé, mais en tout cas, je pense que c'est un indispensable pour qui n'a pas encore découvert Jaworski. Et là, faut vraiment sauter dessus. Ouais, effectivement, ça semble vraiment incontournable. La Parisienne vous dira que c'est juste impraticable dans le métro, mais Eh ben, on a pas de métro ici, donc. non mais c'est bête, mais c'est vraiment le truc. Je me dis si je peux le lire que chez moi, ça m'embête. Gilo, il te dirait c'est compliqué pour lire dans le chien de traîneau. Là, c'est vraiment compliqué. Ah, d'ailleurs, il va falloir que j'aille leur faire un petit tour tout à l'heure parce que ces bêtes-là, là, t'es obligé de les sortir tous 3 les heures jours. par Hein. jour. Voilà, ouais. Du coup, je pose mon livre sur le rebord, tu sais, tout en leur donnant des ordres, mais c'est pas très pratique pour tourner les pages. Pourquoi je pense au film des Simpsons quand tu dis ça, je te vois en train de faire des jump. Merci. J'espère que tu ne penses pas à Homer. Si. Ouais, d'accord, ok. Du coup, je pense qu'on va couper toutes tes interventions. Hein. Bah non. Désolé. Mais c'est Bon, vision alors, du chien de traîneau. Par contre, bon, nettement moins drôle, on a aussi appris ces jours-ci le décès de Tanit Lee, donc on l'a appris mardi 26 mai, donc elle est décédée le dimanche soir, donc le 24, paisiblement dans son sommeil, a priori, donc des suites d'une longue maladie, comme on dit. C'était un auteur vraiment très important, d'ailleurs qui a multiplié les nominations tout au long de sa carrière, qui a reçu un World Fantasy Award d'honneur en 2013, je crois. Oui, et beaucoup de awards tout au long de sa carrière, des Locus en 80, 82, 88, World Fantasy Award aussi. Ouais, puis qui s'est distingué dans tout un genre, enfin dans plein de genres littéraires différents, aussi bien la fantasy justement que l'horreur. De toute façon, enfin, pour moi c'est quelque chose qui fait la richesse des auteurs anglophones, c'est leur versatilité, enfin au niveau du genre et de la forme. Et Tanis Lee pour moi c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est 70 romans, mais c'est aussi 250 nouvelles. C'est à la fois, enfin pour moi c'est quelqu'un qui a beaucoup traité de la figure du vampire, mais c'était aussi le conte de fées, c'était aussi le thriller. Enfin c'était vraiment très 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 riche. Après, de par mes goûts personnels, j'ai surtout lu ce qu'elle a fait au niveau de la littérature vampirique, et c'est quelqu'un qui a su exploiter un trope quand même connu, rebattu diront certains, en y apportant quelque chose à chaque fois de différent, d'intéressant, sachant renouveler le genre, tout en respectant ce qui faisait le genre. Et moi j'ai toujours vraiment beaucoup apprécié sa réécriture du mythe vampirique. Si le mythe vampirique vous intéresse, évidemment, il y a l'opéra de sang. Après, après, par quoi commencer? Oui, parce que c'est une question qui est revenue assez souvent. Vous avez le dit de la Terre plate. Là, c'est plutôt de la dark fantasy. Donc, si ça peut
vous donner envie de découvrir son univers. Donc là, c'est chez Mnemos. Vous avez une intégrale en 2 tomes qui, dans le tome 1, vous avez le Maître des Ténèbres, le Maître de la Mort, le Maître des Illusions, donc qui ont tous eu des prix, donc World Fantasy Award, British Fantasy Award, Locus. Et le tome 2, La Maîtresse des Délires, Les Sortilèges de la Nuit, qui ont également été nommés pour les World Fantasy Awards et les Locus. Donc ça peut vous donner une idée, enfin ne serait-ce que de l'accueil critique. Et c'est bon voilà, comme son nom l'indique, c'est le dit de la Terre plate. Je pense que c'est assez parlant, où la Terre n'était pas une sphère, et vous avez le Maître des Cauchemars et des démons qui s'affrontent. Il y a des éléphants? Pas vu. Non. Ils sont peut-être en dessous. Ah, c'est ça. Sinon, je pensais moi aussi peut-être à la saga d'Ouasti, parce que c'est un peu plus court, mais ça reste une trilogie, et je crois que c'était sorti là aussi en un seul tome, il me semble. Oui, je crois que c'était sorti en un seul tome après, donc peut-être chez GU, je ne voudrais pas dire de bêtises. Là, on est vraiment aussi en fantasy, pour le coup. Mais ça peut aussi peut-être vous donner un aperçu du talent de l'auteur, qui a inspiré beaucoup de monde d'ailleurs dans sa sphère. Elle avait vraiment un talent pour donner vie, évidemment à ses personnages, mais aussi donner vie aux lieux, avec des ambiances très particulières, très colorées. Et enfin voilà, moi c'est une plume que j'apprécie. En tout cas, c'est une bien triste nouvelle de plus en 2015. Bon, on dit ça chaque année, j'ai l'impression, mais malheureusement, ça ira pas en s'améliorant. Mais... Enfin voilà, on espère quand même que certains vont tenir le coup, parce que c'est un peu triste tout ça. Ouais, surtout que Surtout que finalement, à 67 ans, c'est vraiment pas si vieux que ça. C'était vraiment pas la nouvelle à laquelle j'attendais, que je m'attendais à trouver en me connectant sur Facebook, ça c'est clair. Mais bon. C'est l'année. Mais en tout cas, franchement, si vous avez jamais lu, essayez au moins. Parce que c'est vraiment un auteur qui mérite d'être lu. Tout à fait. Quoi d'autre? Oui, donc Alessia, tu voulais nous parler du Grand Prix Magic the Gathering qui s'est déroulé à Paris? Oui, donc en soi, c'est rien que le fait que le Grand Prix se soit déroulé à Paris, c'est assez rare en soi. Donc c'était vraiment l'occasion d'aller côtoyer les joueurs de Magic, et surtout parmi les invités, il y avait Magali Villeneuve. Donc illustratrice et auteur. Oui, que les fans de fantasy connaissent sûrement. Pour ses illustrations, moi c'était plutôt pour ses illustrations de cartes que je la connaissais. Moi, quand on parle de Grand Prix et de Villeneuve, je pense au circuit. Oui, c'est vrai que là ça fait beaucoup, mais c'est vrai que du coup c'était de Montréal. C'était l'occasion de pouvoir aller à sa rencontre. Et vraiment, c'était extrêmement agréable de pouvoir discuter avec elle, car c'est vraiment, quelqu'un d'extrêmement gentil, extrêmement drôle. Donc je pense que les gens dans la file nous ont maudits parce qu'on a dû la monopoliser pendant une petite heure. Ah, c'est vous? Ouais, c'est nous, ouais. On a fait dédicacer nos cartes, et c'est quelqu'un qui peut aussi dessiner sur des cartes spéciales. Donc on a eu le plaisir d'avoir une carte. En fait, c'est des cartes avec tu as le devant de la carte qui est normal, et le dos de la carte est blanc. Donc tu peux pas jouer avec en tournoi, mais tu peux jouer chez toi, quoi. Après, les cartes dédicacées, tu peux jouer avec, oui. Oui, d'accord. Voilà. Ça donne de la valeur à ta carte, vois-tu. Ah oui. Il me semble que le champion du monde était français en plus, ou est français. Je sais pas s'il a remis son titre en jeu déjà. Les Français sont excellents. Donc là, je sais pas où ils en sont. Après, je dois avouer que je ne me suis pas mesurée au champion. De toute façon, c'est des concours où vous, comme tout championnat, où vous vous inscrivez, il y a une dotation, et après vous enchaînez les matchs. Surtout le week-end. Ce week-end, c'est à Utrecht, ça continue. Aux Pays-Bas, avec, pour ceux qui jouent à Magic, il y a des dotations qui sont juste absolument phénoménales au niveau des cartes qui sont
qui sont offertes. Vous avez des cartes qui coûtent à peu près 3000 € qui sont données en lot pour les vainqueurs. Donc ça serait pas mal pour mon livret A. Mais... Finalement, c'est pas tant que ça. Le prix de la carte si, mais en dotation par rapport à ce qui peut se faire dans l'e-sport ou des choses comme ça où on atteint vite des sommes un peu astronomiques en dollars. Je pensais que c'était plus dans ces eaux-là, que ce soit même en poker ou en choses comme ça. Je pensais que Magic arrivait à sortir des sommes comme ça. Là, les dotations, le total des dotations pour Utrecht, c'était 20 000 $. Ah si, quand même, d'accord. Ça va. Oui, ça va. va. Tu vois, c'est pas... Hein. Non, c'est... Mais c'est vrai que je pense que, par rapport à certains e-sports, oui, c'est quand même en deçà. Et moins médiatisé sûrement. Parce que là, pour trouver... moi, j'avais vu aucune publicité, si ce n'est par la presse spécialisée sur Magic the Gathering. Ouais. Nous, on avait reçu... j'ai reçu le communiqué de presse, je crois, justement, sur cet événement aux Pays-Bas. Oui, c'est ça, mais ça reste spécialisé. Ah oui, ça reste... Oui, non, bien sûr, mais je veux dire, vu qu'on n'en parle pas plus que ça, ils cherchent quand même aussi un peu à élargir, on va dire, leur communication. Certes. Mais du coup, maintenant, il y a des envoyés spéciaux qui vont aller jouer. Mais oui, pour vous donner une idée, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Magic, vous avez une des cartes qui est, comme qui dirait, légendaire, c'est le Lotus Noir, le Black Lotus. Et pour vous donner une idée, sur Magic Corp qui évalue certaines cartes, l'alpha, donc qui est la première édition, estime la carte à 18 000 €. Ah oui, quand même. Ouais, j'étais en train de compter les zéros, là j'avais un petit blanc, 18 000 €. Mais par contre, tu peux pas la jouer en tournoi, si? C'est encore possible ça, ou du coup elles sont sorties des... En fait, t'as différents types de tournois. Donc tu as des tournois qui vont se focaliser sur les cartes de l'année. Et parce que évidemment il y a différentes, il y a tous les ans il y a des nouvelles cartes qui sortent, il y a des tournois, des nouvelles cartes qui sortent, pardon. Mais tu peux, le Lotus Noir, Black Lotus, je sais pas si tu peux le jouer dans les tournois légendaires. Je me demande, mais il y a des tournois où tu peux jouer vraiment des cartes qui sont interdites dans d'autres types de tournois. T'as vraiment différents types de tournois. Moi j'ai des amis qui ne jouent qu'avec des cartes des éditions alpha ou bêta, donc qui sont très très vieilles. En tout cas, on peut dire que Magic, c'est quand même une licence, entre guillemets, qui a vraiment bien tenu le choc au fil des ans, parce que moi, c'était déjà populaire quand j'étais au lycée. Donc, ouais, mais moi, j'ai commencé à peu près à ce moment-là aussi. Donc, c'est vrai que... puis quand on voit le monde au Grand Prix, on se dit que oui, ça fonctionne bien. Bon, il y a un film en développement depuis des années, je sais pas s'il se concrétisera un jour, mais on en reparlera peut-être à ce niveau. Mais c'est vrai que je m'interroge sur ce film, je me demande comment on adapte un jeu il faudrait de cartes. Faire comme Yu-Gi-Oh! Bon, tu sais, ils veulent adapter Monopoly, Tetris. Non mais c'est ça, Tetris ça pourrait être oui. Après, l'univers de Magic, il y a des romans, il y a de toute façon, c'est quelque chose de narratif. Donc il y a de quoi faire, mais j'attends de voir. Est-ce que tu sais si le succès récent de Hearthstone a fait revenir des gens aux cartes comme ça ou pas? T'as pas senti de différence? Je connais pas mal de personnes qui ne jouaient pas aux cartes et qui ont joué à Hearthstone. Après, les joueurs de Magic que je connais jouent pas nécessairement à Hearthstone. Il y a pas. Ouais. Après, ce n'est que mon ressenti sur mon propre cercle de joueurs. Pour ceux qui se souviennent pas de ce qu'est Hearthstone, est-ce qu'on peut le dire en 2 mots? Ah oui, c'est un jeu de cartes en ligne par Blizzard. D'accord. C'est du free to play. Donc tu joues en ligne, tu construis tes decks, etc. D'accord. Mais bon, moi jouant à Magic, ça ne m'intéressait pas de jouer à ça. C'est vrai que l'avantage de Hearthstone, c'est que c'est assez facile d'accès, donc même quelqu'un qui ne connaît pas du tout les jeux de cartes et qui s'y intéresse pas peut quand même s'amuser un peu. C'est ça. Mais c'est vrai que ça fait partie des licences Blizzard sur lesquelles je ne mets pas les pieds en fait. Mais, je sais pas. Je pense que ça marche très très bien. De là à faire de l'ombre à Magic, je ne sais pas. Enfin,
Non, je pensais pas de l'ombre, justement, plutôt refaire venir peut-être d'anciens joueurs ou des choses comme ça. Après, c'est les joueurs de Magic que je fréquente, on joue tous depuis le lycée. Enfin, il y en a pas arrêté. Donc Ça fait 30 ans. Donc. Je te voilà. T'étais pas né quand j'étais au lycée. Non, mais enfin, on n'a pas arrêté. Donc après, est-ce que ça peut refaire venir des gens Oui, sans doute. Après, il y a la facilité de jouer aussi sur Battle.net. Ouais, c'est ça. Pas besoin d'avoir des potes dans ta ville pour. Pas besoin d'avoir des pas potes. Besoin d'avoir d'amis tout court. C'est bien, t'as pas d'amis, tu peux jouer quand même. Bah, tu peux jouer tout seul en t'affrontant, mais bon, c'est à Magic, mais c'est un peu triste. Oui, bah c'est comme les gens qui jouent aux échecs tout seuls. Oui. Ah bah à très haut niveau, j'imagine que c'est intéressant, mais c'est vrai que si à la base c'est pour s'amuser, ouais, ça va pas être très drôle. Non, puis j'imagine bien. Attends, je t'attaque. Haha, quelle surprise. Quelle tactique de. Ah, c'est fou. Je pensais pas que tu ferais ça. Enfin, ça limite un peu l'intérêt. Mais bon, après voilà, ça reste. Magic, ça reste un jeu qui, comme l'a dit Guilo, traverse les âges, hein, parce que voilà. Et donc le Grand Prix, ouais, c'était vraiment, c'est un vrai événement, quoi. C'est pas. Ouais, c'est un vrai événement. Faut bien avoir conscience qu'il n'y a pas 50 personnes autour d'une table, quoi. C'est vraiment massif. Non, c'est énorme. Et encore celui de Paris, enfin, c'était déjà colossal au niveau du nombre de joueurs. Utrecht, ça va être pire. Ils attendent. Il y avait déjà plus de 3000 joueurs préinscrits, je crois. Oui, quand même. Sachant qu'il y a tous ceux qui vont venir et qui vont s'inscrire sur place. Donc non, ça fait du monde. Beaucoup de monde. Ok. Bah, je pense que du coup, on a fait le tour de ce premier podcast centré, en tout cas en grande partie, sur l'actualité du moment en fantasy. Donc, j'espère que cette expérience vous aura plu. Et puis dans tous les cas, on se retrouve tout de suite avec la seconde partie du podcast. Comme j'ai pu vous le dire en introduction, celle-ci s'attardera sur le podcast justement en lui-même et ses origines, entre autres. Pour éviter un monologue qui n'intéresse personne, nous avons décidé de faire appel à Rod Wolf, que vous connaissez, je l'espère déjà, pour son rendez-vous Dessine-moi un dragon, également sur le site. Salut à tous, c'est Rod Wolf et c'est moi qui serai chargé pour ce podcast d'interroger nos podcasteurs, donc pour qu'ils nous fassent un petit peu leur retour sur ces 50 derniers épisodes déjà. Alors je commence avec cette première question. Pour vous, en quelques mots pour le définir, la spécificité de ce podcast et pourquoi avoir finalement choisi ce format, et est-ce que finalement vous êtes content d'avoir choisi ce format en particulier? Alors, c'est une question très pertinente. Je dirais que avant tout, on est tous d'accord, je pense, dans l'équipe, pour dire que la convivialité, c'est quelque chose d'important. On est aussi content de se retrouver chaque mois, on essaie en tout cas chaque mois, pour discuter de fantasy, parce que c'est quelque chose qui nous unit finalement dans cette passion. Après, voilà, c'est aussi on va dire le fait que à la base on est plusieurs amateurs aussi de podcasts, peut-être plus que d'émissions YouTube par exemple, parce qu'un podcast, quand on n'a pas d'image à suivre, que c'est uniquement vraiment ce qu'on écoute, c'est vrai qu'on peut vraiment le passer n'importe où. Donc on s'était dit qu'il y avait peut-être un public aussi pour parmi les amateurs de footing qui écoutaient, qui aimaient la fantasy, et que c'était l'occasion justement de toucher aussi ce public-là. Donc oui, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment avant tout une histoire de convivialité, et puis le support en lui-même qui est très pratique, on va dire, pour toucher les gens, un peu comme un prolongement de la lecture, on pourrait dire. Ouais, moi ça a couvert les phases de farming pendant les jeux vidéo, tu sais. Quand t'es sur un RPG pendant des heures, on va balancer un podcast Albakin. C'est vrai que ça peut marcher aussi pour ça. Et alors, une que le podcast a été lancé, qu'est-ce que concrètement il a apporté au site, en fait? Alors, je dirais que de notre côté, comme j'ai dit, c'était aussi l'occasion d'essayer de chercher un nouveau public, des gens peut-être qui
aiment peut-être des contenus plus modernes, on va dire plus actuels sur Internet que simplement lire des chroniques ou participer au forum. Mais faut dire aussi que c'est quand même un contact très différent de ce genre, de ce qu'on trouve en contenu classique sur le site. Et voilà, donner une voix en fait à un pseudo, ça permet aussi de faire apparaître des visages, ce qui est un peu bête quand on parle d'un podcast audio. Mais oui, parce que moi du coup je découvre maintenant le visage, mais c'est vrai que du coup, si on n'est pas forcément reconnu dans la rue, hein, évidemment, on n'a pas une audience non plus à ce point. Mais c'est vrai que les interventions en podcast, comme le dit par exemple aussi Merwin, ça permet aussi peut-être d'apporter un surcroît, on va dire, de personnalisation par rapport à ce qu'on peut écrire au quotidien sur Elbakin. Et puis de ce côté-là, c'est Witch aussi qui le faisait remarquer, c'est que ça peut permettre, et c'est aussi très pertinent, je trouve, peut-être d'humaniser un peu le site, dans le sens où les gens sont peut-être moins timides pour venir nous trouver sur un salon, parce justement ils ont eu déjà un contact audio avec nous, on va dire, et qu'on n'est pas juste un pseudo derrière un écran. Et puis c'est vrai que du coup ça rapproche aussi je trouve les visiteurs de ce qu'on essaie de faire au quotidien sur le site. Oui, ça permet de passer un petit peu le cap aussi de l'inscription sur le forum, parce que comme vous êtes presque tous assez hyperactifs dessus, du coup c'est marrant, j'ai pu discuter avec. C'est vrai aussi, c'est un peu ça avec les grosses communautés, si on peut dire. C'est pas toujours facile justement de s'inscrire. Moi, je sais que souvent les gens disent ah ouais, mais qu'est-ce que je pourrais bien dire qui n'a pas déjà été dit, ce genre de choses quand il s'agit de parler d'un livre. Mais en fait, tous les avis sont bons à prendre. Il n'y a pas de, faut pas avoir peur justement de venir participer. On n'est pas là pour juger les gens. Et si le podcast a pu pousser certaines personnes à sauter le pas et à s'inscrire sur le site, ou à nous proposer même des chroniques de romans, ou de participer en général à la vie du site et de l'association. Ce que j'ai fini moi-même par faire, hein, parce que finalement moi j'ai découvert à travers le podcast, je me suis dit tiens, je vais rejoindre le forum, et puis j'ai fini par te stalker en MP pour les news sur Quora. Non, mais c'est vrai que effectivement tu n'es pas le seul à me stalker, mais non, de façon plus générale, c'est vrai que voilà, c'est si ça peut pousser les gens à s'investir aussi, et que ça, c'est déjà, pour moi, c'est déjà quelque chose le podcast aura déjà une utilité de par ce biais. Ça permet un petit peu aussi d'éviter de se prendre une certaine violence entre guillemets, parce que des fois dans les milieux de la littérature de genre ou du cinéma de genre, on se retrouve avec 2-3 puristes qui commencent à balancer de la référence, et de la référence ça peut être un peu fort, et c'est vrai que comme le podcast est à la cool entre personnes qui ont pas forcément les mêmes goûts, qui peuvent un petit peu se tracher gentiment sur les goûts les uns des autres, du coup oui, ça permet de se dire oui, voilà, je rejoins la communauté, on va non plus m'attaquer sur ce que c'est même si c'est du good kind. Oui, voilà, par contre il y a des limites à tout, mais non, mais c'est vrai que globalement, je pense aussi que le fait qu'il y ait une bonne ambiance, et peut-être une ambiance un peu moins sérieuse que ce qu'on peut s'imaginer en lisant les chroniques, par exemple, de romans, ça je sais pas, ça dépend aussi de la vie de chacun. Mais c'est vrai que peut-être l'ambiance qui est, comme tu dis, un peu à la cool, ça permet aussi peut-être justement aux gens de se dire finalement ils sont sympas, et du coup de sauter le pas et de nous rejoindre dans cette grande aventure. Mais au niveau des statistiques du site, est-ce que t'aurais des données sur l'avant et après podcast? Est-ce que tu sais si concrètement il y a vraiment est-ce qu'il y a des gens qui à certains podcasts ont vraiment découvert le site et il y a eu une petite augmentation de la fréquentation, ou Oui, effectivement, ça a pu arriver, notamment je pensais au podcast en fait, dès qu'il y a un podcast invité, par exemple, si les gens nous connaissent pas encore forcément, je sais par exemple qu'à l'occasion du podcast Brajlon avec Stéphane Marsan,
Bon, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs de Brage Jaune quand même qui doivent connaître le site, vu qu'on chronique quasiment tout ce qui sort, et que c'est quand même un éditeur un peu historique, on va dire, en France de fantasy. Mais c'est vrai que par exemple, Brage Jaune a aussi joué le jeu et a beaucoup mis en avant le podcast sur leur propre réseau. Et ils ont quand même une force de frappe supérieure à la nôtre, forcément. Et c'est vrai que ça se ressent aussi, ça peut se ressentir aussi par vague. Effectivement, tu peux avoir une légère montée. Ça dure pas forcément parce que les gens sont parfois intéressés par un sujet très spécifique. Et donc, Ouais, on m'avait dit que c'était le podcast sur le sexe en fantasy qui avait été le plus écouté, c'est ça? Pendant longtemps, oui, ça a été lui. Après, justement, celui de Brage Jaune a très très bien marché parce qu'ils ont aussi, ils en ont justement aussi fait beaucoup la pub. Mais il a fini par dépasser celui sur le sexe, donc comme quoi. Mais on va peut-être en refaire un, qui sait, de temps en temps, on pourrait faire des podcasts annuels. Mais non, ouais, c'est vrai qu'on peut noter une certaine. Je pense que celui sur Pratchett aussi récemment, du fait malheureusement de ce triste contexte, a pu nous ramener quelques visiteurs en plus. Mais à la base, c'est plus dans le but de diversifier à la limite le public que de forcément gagner des gens, parce que faut pas se leurrer, dans l'absolu, la plupart des gens qui écoutent le podcast sont déjà visiteurs du site. Mais après, ça vient peut-être de nous qui savons pas assez le mettre en avant et le diffuser correctement, je ne sais pas. Et sûrement, c'est aussi pour ça justement que depuis peu, on est arrivé sur YouTube pour essayer de diffuser ce contenu un peu plus largement. Mais tu verras, en plus sur YouTube, il y a les statistiques démographiques après ça. Tu pourras pouvoir analyser et faire du marketing autour. Ah mais je les ai aussi. Après, ils sont peut-être plus pointus sur YouTube. J'ai pas encore vérifié. Mais c'est vrai que c'est toujours marrant de voir que quelqu'un qui est sûrement en vacances quelque part nous a écouté à l'autre bout du monde. Moi, ça me fait toujours sourire parce que voilà, parfois c'est tellement comment dire, incongru qu'on se dit ah tiens, on est écouté là. Même si je pense pas qu'on ait un vrai public en Chine, par exemple, mais quand ça peut arriver, c'est toujours rigolo à remarquer. Enfin, moi, j'aime bien consulter les stats de temps en temps pour ça, parce que ça me fait toujours sourire. Et est-ce que, alors donc pour toute l'équipe, qu'est-ce que ça vous a apporté à titre personnel de faire le podcast en tant qu'amateur de fantasy, en tant que personne qui peut prendre la parole pour parler du genre, de manière générale, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous en fait? Pour citer Witch, pour commencer, je dirais que ça, a priori, elle a pris beaucoup de plaisir à devenir la voix d'Elbakin, pour certains, puisque c'est elle qui host, pour parler français bien sûr, le podcast en général. Après, moi, ça m'a permis à titre personnel, j'apprécie toujours justement de pouvoir disserter. Parce que c'est quand même un rapport beaucoup plus direct qu'une conversation en forum où tu postes un message, on te répond 3 heures après. Ouais, parfois. Mais voilà, t'es vraiment en direct, comme le veut une conversation entre êtres humains. Donc moi j'ai toujours plaisir à parler de fantasy parce que finalement c'est pas toujours au quotidien c'est pas forcément un sujet que tu vas aborder. Tu peux en discuter de temps en temps, mais je veux dire c'est même si c'est pas ça qui gouverne mon quotidien non plus. Si je suis là sur le site depuis bientôt 15 ans, c'est aussi parce que justement ça reste un sujet qui me passionne. Donc avoir l'occasion d'en discuter avec des gens qui partagent cette passion, c'est toujours un plus. Après, je pense que ça a apporté aussi, mine de rien, peut-être le fait d'être un peu plus à l'aise. Micro en main notamment. Moi je sais que on organise en général des soirées pour la remise des prix du site. Je sais que monter sur scène pour dire 3 mots et essayer de faire une blague qui va arracher un sourire, c'est pas toujours simple. Et donc je pense que c'est aussi un bon moyen de s'affranchir de cette réserve, parce que justement on en profite pour aborder de recevoir des gens, etc. C'est aussi ça qui est plaisant. On n'a pas toujours la chance en fait de pouvoir se réserver un créneau de 2 heures pour discuter avec un Patrice Louinet ou Audrey Petit ou tous les autres invités qu'on a déjà eus. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que le podcast nous apporte et qui ne serait pas forcément
facile à organiser si on n'avait pas cette émission. Oui, c'est vrai. Moi-même, j'ai eu la chance de rencontrer quelques petits professionnels alors que je viens de commencer, alors que c'est sûr que quand t'es le truc officiel du site de référence un peu en la matière. Bon, ça, je t'avoue que je sais pas si ça joue, mais c'est parce que ça, faut pas se leurrer, hein, c'est aussi une tribune pour l'invité. Stéphane Marsan, c'est vrai que forcément, il vient aussi pour mettre en avant Brajlon, hein, c'est le jeu, donc. Ouais, mais celui sur Brajlon, il est énorme, hein. Il dure plus de 3 heures, il me semble. Hein. En 3 heures, on dit des choses, tu vois. Il y a une différence entre, tu sais, une interview où tu fais ta campagne promo et l'interview, elle dure genre 10-15 minutes. Et celle où, tu racontes toute l'histoire de ta boîte sur 3 heures. Bon, là, que tu viennes discuter ou pas, des choses. Ah oui, c'est sûr. Tu vois. On espère, en tout cas, c'est aussi pour ça qu'on essaye régulièrement d'avoir des invités. Mais, pour moi, c'est un tout, encore une fois, mais c'est vrai que, moi, vraiment, ce qui m'a marqué, et ce que je retiens de cette expérience pour l'instant, c'est vraiment la possibilité, justement, de discuter de fantasy à bâton rompu, et de pouvoir avoir des invités bien sympas qui partagent le micro avec nous. Et donc, si on revient sur les 49 derniers podcasts, est-ce qu'il y en aurait un qui serait votre préféré? Est-ce qu'il y en a un que vous avez... que ce soit au niveau du sujet, au niveau du moment où vous l'avez fait, ça s'est bien passé, si ça a été agréable, ça a été un bon moment. Et est-ce qu'il y a par hasard des sujets de podcast que vous aimeriez faire en particulier? Alors, je crois qu'on sera tous d'accord pour la première partie de la question pour dire que ce qu'on a préféré justement, on en parlait un peu plus tôt, c'est les podcasts avec les invités. Parce que justement, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes, de discuter avec des professionnels. Du genre, et on est déjà revenu dessus. Pour ce qui est des podcasts préférés, pour citer cette fois Merwin, qui n'a pas participé au podcast avec les invités, à part celui avec Z, donc Simon Pinel, ce qui concernait les librairies. C'est vrai que ceux avec Patrice Louinet, donc pour parler de l'œuvre de Howard, et donc Stéphane Marsan, qu'on a déjà cité plusieurs fois, reviennent souvent, mais Merwin aussi nous citait le podcast sur les cartes, donc c'était le numéro 37 pour ceux qui suivent, ou sur la fantasy à l'épreuve du temps, c'est-à-dire là où on parlait des œuvres fantasy dans le sens où est-ce qu'elles peuvent finir par être datées, etc. Du côté alors on pourrait parler aussi de ceux qu'on a un peu moins aimés, puisque Merwin en parlait aussi. Donc il citait celui sur le bestiaire de la fantasy. Bon, c'est vrai que c'est peut-être celui qui a le plus ressemblé à une sorte de catalogue. Et sur la blogosphère, qui n'a peut-être pas été toujours pertinent. Moi de mon côté, celui que je regrette, mais si j'en ai un sur lequel je pense qu'on aurait pu mieux faire, ce serait peut-être celui sur la légende arthurienne. Mais il faut dire aussi que c'est un sujet vraiment très vaste, il y a eu tellement de réinterprétations, etc., que c'était vraiment touffu, et en plus c'est un des premiers qu'on a fait, donc on a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre de commencer par ça. Oui, ça c'est les difficultés, ça. D'un côté j'ai envie de commencer grand, mais en même temps plus tard quand je ferai mieux, j'aurai déjà parlé d'état. C'est ça, c'est pour ça qu'on s'interdit pas à l'occasion de revisiter certains... revisiter certains podcasts, on verra. Peut-être quand on aura épuisé les sujets de base. Oui, parce que... on en a encore quelques-uns sous le coude, effectivement. Et pour ce qui est par contre des podcasts qu'on aimerait faire, alors il y en a un sur la fantaisie française. Ah ouais. On en parle régulièrement en fait, mais justement c'est un sujet qui nous semble tellement énorme qu'il faudrait vraiment le préparer vraiment parfaitement, quoi. Et ça c'est... pour l'instant on n'a pas eu le temps tout simplement de se pencher dessus vraiment, et c'est vraiment pas le genre de podcast qu'on aimerait faire. Non pas que ce soit ce qu'on fasse d'habitude, mais c'est vraiment pas le genre de podcast qu'on aimerait traiter par-dessus la jambe. Voilà. Et sinon, Witch citait, donc là c'est plus sur la forme du podcast, si on arrivait peut-être à faire des enregistrements un peu plus dynamiques, donc par exemple en public, comme celui avec Jérôme Vincent, avec des micro-trottoirs, pourquoi pas. Donc techniquement c'est pas évident. Ce qu'on pourrait peut-être imaginer, j'y pensais aussi tout à l'heure, de mon côté, c'est ouvrir, puisque moi maintenant je passe essentiellement par Skype pour participer au podcast, et que visiblement c'est quand même assez viable, peut-être ouvrir le podcast parfois à des auditeurs, pas en direct puisque toujours le podcast arrive en ligne après, mais en prévenant à l'avance de la date et de l'heure d'enregistrement, pour faire participer des gens
pendant l'émission elle-même. Ça pourrait être. Il y a Usul qui récupère par mail dans ses propres radios on peut lui envoyer un message en MP3 en fait. Comme ça on peut le lire et ça marche plutôt pas mal ça sur le moment. Ça fait bien vraie radio, tu sais, sauf que bon avec le petit contrôle derrière. Ouais, c'est vrai. Oui, pourquoi pas. Là, l'idée c'était plutôt carrément d'avoir les gens qui puissent répondre aussi si s'ils posent une question et que notre réponse à nous leur convient pas. Mais voilà, c'est vers ce genre de choses, effectivement, peut-être un peu plus d'interactivité au sens large qu'on aimerait apporter à l'avenir si on en a l'occasion. D'accord. Et donc on passe à une nouvelle question qui est celle des souvenirs, justement. Est-ce que vous avez un souvenir particulier, une anecdote à partager sur le podcast en général ? Alors là, je vais encore me faire le porte-parole de mes camarades. Je pourrais citer notamment Merwin, Tonnel et Witch au sujet de l'enregistrement en plein air du podcast numéro 8 spécial Trône de Fer. C'est vrai qu'on avait un tout petit peu de public, c'était la première fois qu'on avait nos nouveaux micros, la qualité sonore ça s'est quand même vachement ressenti. Bon, on avait aussi les cigales en fond et pour certains une bière à la main, donc c'est vrai que c'est quand même assez sympa à niveau ambiance. C'était moi j'ai trouvé que c'était un podcast très réussi également, et puis en plus, on avait réussi à ne pas spoiler les gens, comme le fait remarquer Witch, justement. Bon, maintenant, avec Game of Thrones, la série, ça va devenir de plus en plus compliqué. Oh, j'ai arrêté, moi j'en ai marre. Ah bah là, surtout pour les lecteurs du roman, forcément, c'est un peu problématique, je dirais, pour eux, maintenant, vu que la série va commencer à prendre de l'avance. Sinon, Akalabès, lui, se souvient de la soirée où on a décidé de se lancer. Donc chez moi apparemment, et après avoir ingéré une certaine quantité d'alcool, il avait dit qu'il était intéressé pour participer à ça, et apparemment il se souvenait pas je l'ai recontacté ensuite pour préparer le numéro 0. Voilà, je veux dire que moi non plus je m'en souviens pas trop, donc on devait effectivement être à la même soirée. C'est ça, ouais. Une histoire forte, une genèse incroyable. Alcoolisé, on va dire. Je sais pas si c'est avec modération, bien sûr. Et puis pour citer de nouveau Witch, qui voulait souligner que elle avait aussi apprécié les podcasts avec des invités femmes, parce qu'elle se sentait moins seule. Ah oui. Pourtant, on essaie de faire ce qu'on peut. Et du coup, c'est vrai que depuis quelques podcasts, comme notre cher Geeks National n'a plus trop le temps d'être présent ces derniers mois, Alessia est venue le remplacer. Et du coup, ça fait 2 filles dans l'équipe. J'avoue que on est tous d'accord pour dire que c'est un plus. Ne serait-ce que par rapport à la pertinence de ses interventions et son accent anglais qui est largement meilleur que le nôtre. Donc voilà. Mais pour citer Witch encore une fois, ça va faire un peu quand même. Mais bon, elle l'a écrit noir sur blanc, violet sur blanc, pour citer le plan sur notre Google Doc. Elle apprécie vraiment que les hommes du podcast aient accepté de lui donner un rôle de présentatrice pas potiche. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, je vois pas à quoi ça servirait d'avoir quelqu'un qui soit là juste pour passer les plats. C'est une ring girl, tu sais, celle qui se promène avec les oui. S'il fallait compter les points, de toute façon, on serait mal barré à mon avis. Mais ouais, non, voilà, je pense qu'on aurait plein de souvenirs qui intéresseraient pas forcément tout le monde, mais c'est vrai que c'est aussi pour ça que on continue cette aventure, parce que c'est souvent l'occasion de se forger, d'avoir des expériences humaines, quoi. Ouais, puis de vraies anecdotes bien sympas auxquelles on repense un peu plus tard. Avec justement, c'est parfois ça aussi qui nous pousse quand il y a des moments un peu plus compliqués ou que c'est pas facile de s'organiser, etc. C'est vrai qu'on se dit que ce serait dommage de lâcher ça, parce que bon, ce que les gens se rendent peut-être pas compte, mais parfois faut avouer que le podcast tient quand même qu'à un fil. Ne serait-ce que le montage, il suffirait que Merwin n'ait plus le temps pour cette tâche, et bon, il est le premier à dire que c'est pas si compliqué, mais enfin en attendant c'est le seul qui s'en occupe. Donc voilà, c'est presque il y a presque peut-être un peu de magie pour expliquer qu'on en soit arrivé à 50 numéros, donc on espère continuer comme ça, mais c'est vrai que voilà, c'est une aventure au long cours qui demande mine de rien pas mal d'investissement. Voilà.
Bon, t'es prêt pour le 50 prochain? Ouais, on va essayer, hein. Il faut bien tenir. Bah ouais, justement, donc 50 podcasts, ça a commencé en décembre 2010. C'était un bilan, il me semble, hein, bilan de l'année 2010. C'est ça. Tout simplement. Donc il y a 4 ans et demi. Ouais, oui. Est-ce que vous avez remarqué une évolution de la fantasy en fait pendant cette période-là? Un type de parution particulier, la mort de tel ou tel éditeur, à quoi aura survécu le podcast un peu, tu vois? Ouais, je pense que le podcast a survécu à la Bitlit, qui se vend toujours très bien, je crois, mais c'est vrai qui est peut-être... Moi, je suis un gros lecteur d'Urban. J'aime pas la Bitlit en tant que telle, mais je lis beaucoup d'Urban. Ouais, bah nous aussi, hein. Enfin, la Bitlit, dans l'absolu, j'ai rien contre le genre en lui-même. C'est plus sur le côté... Enfin, sur ce qui existe dans le genre, quoi. Ouais, et puis sur le côté formule, en fait, répétée ad nauseam, qui peut être quand même un peu pénible. Bon, de toute façon, voilà, ça se vend toujours, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on en parle un peu moins. Après, qu'est-ce qu'on a pu vivre? On a pu vivre l'émergence d'un éditeur comme Eclipse Panini, malheureusement, qui publiait pas mal de bouquins ambitieux, mais qui est mort 2 fois. Donc j'avais 203, mais là je pense que ça va être compliqué. Sinon, on a vu aussi l'émergence, je pense, d'une fantasy un peu plus qui se veut, en tout cas, un peu plus sombre. Après, est-ce qu'elle réussit toujours, ou est-ce que être sombre, ça veut dire être adulte? Voilà, on a déjà eu ce débat, de temps en temps dans le podcast. Moi, je suis pas persuadé, que faire toujours plus sombre, ça veut forcément dire que la vision de l'auteur est en elle-même plus mature. Bah, ça dépend si c'est justifié, quoi. C'est l'éternelle question. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vrai. Après, ce qu'on a pu voir, c'est l'émergence de Game of Thrones aussi. Voilà, on est plusieurs à le faire remarquer dans l'équipe de ce côté-là. Ah, ça a commencé après vous, là. Attends, tu me poses une colle. J'ai pris en cours de route Game of Thrones, donc... là, j'ai un petit doute, mais en tout cas, mine de rien. Non, je crois que ça a commencé en 2011. Il me semble que ça a commencé en 2011, donc non, je dis des... dans tous les cas, on a pu... 2011, saison 1, 2012, saison 2, 13... 4... Ouais, 2011. Voilà. On a pu voir aussi que ça a eu quand même pas mal d'effets, hein, parce que même si, justement, les éditeurs, eux, sont... Voilà, on a remarqué qu'en fait, les ventes du Trône de Fer ont explosé, pas forcément celles des autres œuvres de Martin. Donc c'est un peu toujours ça le problème avec ce qu'on appelle les locomotives du genre, c'est... Est-ce que mine de rien, vraiment, est-ce qu'elle pousse le genre tout entier ou finalement que l'autre du roman en question? Ouais, ou est-ce que l'œuvre elle sort du genre carrément Ouais, voilà, ça peut aussi entrer en compte. Bon, après voilà, c'est vrai que Game of Thrones, ça a pu permettre peut-être comme Le Seigneur des Anneaux en son temps, de voir des gens assumer entre guillemets plus facilement le fait de lire de la fantasy. De mon côté, voilà, j'ai aussi remarqué que mine de rien, si c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, toujours en parlant de Game of Thrones, parce que s'il y a quelque chose qu'on a pu constater au fil de ces 4 ans et demi, c'est que on va dire que les éditeurs fantasy se portent pas forcément tous très bien, et qu'on va dire que le niveau global des ventes n'augmente pas, voire même baisse. Donc forcément c'est une situation beaucoup plus tendue, hein. Ça se voit aussi dans le nombre de traductions qui baisse, le recours entre guillemets aux auteurs français qui justement ont eu une chance à saisir avec ce constat. Mais c'est vrai que c'est un marché quand même assez difficile et assez tendu si on met de côté la jeunesse et le young adult qui marche en général beaucoup mieux. Dans tous les sens du terme, hein, aussi bien en chiffres de vente, même simplement en adaptation, hein. La plupart une grande partie des œuvres finalement adaptées au cinéma, c'est souvent des titres young adult. La fantasy entre guillemets pure et dure, elle n'a pas tant que ça. Donc c'est une évolution pas forcément très rassurante. Nous, modestement, on essaye d'accompagner nos coups de cœur, de pousser certains ouvrages ou certains plus certains ouvrages que certains films qui en général ont quand même pas besoin de nous. Mais voilà, est-ce que comment va évoluer le marché? C'est une question c'est un débat perpétuel dont je pense qu'on aura l'occasion d'aborder de nouveau, ne serait-ce que dans les 50 prochains podcasts justement. Après, très récemment, on est aussi plusieurs à avoir vraiment chaque année on se dit la même chose, hein, mais c'est vrai que
la mort de Terry Pratchett, par exemple, en début d'année, ça a été vraiment... même si on le savait malade, c'est toujours pareil, hein, on s'imaginait peut-être pas qu'il partirait si vite, et c'est là aussi qu'on a pu se rendre compte quand même de sa popularité et de l'impact qu'il a eu sur ses lecteurs, et quelque part ça fait, même si c'est triste, même si que ce soit de telles circonstances, ça fait chaud au cœur de voir qu'il a pu toucher autant de gens, et justement on espère avoir pu pousser certaines personnes à le découvrir, si c'est le cas, donc Ouais, moi. ah bon bah voilà. Ouais, je suis un hérétique. J'ai découvert Terry Pratchett un peu avant qu'il décède, donc du coup je m'y suis vraiment mis là depuis récemment. Je tiens aussi à saluer Aka qui m'a mis à la roue du temps aussi. Voilà, j'ai lu les 12 tomes. J'allais dire les 12 premiers, tu sais, lapsus, tu sais. Mais oui. Ouais. Ah mais je pense qu'il sera content de le savoir, parce que comme le pauvre est quand même souvent charrié pour les longueurs du cycle, qui lui justement a pas eu une vie facile non plus, on va dire une vie éditoriale facile en français. Donc je pense que quand justement, on aurait peut-être pu en parler dans les souvenirs ou les anecdotes, mais quand on arrive à faire découvrir des œuvres vers lesquelles les gens ne seraient pas forcément allés, bah forcément ça nous fait toujours plaisir aussi, parce que c'est quand même on est content d'avoir modestement contribué justement à diffuser tel ou tel auteur ou tel cycle, si on en a l'occasion. Alors enfin, pour élargir un petit peu le sujet, est-ce que vous avez un podcast à recommander, et là on n'est pas forcément obligé de rester dans la fantasy, hein, c'est d'une manière générale, est-ce que vous écoutez des podcasts, ou est-ce que vous regardez des podcasts, et est-ce qu'il y en a que vous recommandez plus que d'autres? Alors là-dessus, mes chers camarades m'ont lâchement abandonné, puisque on en a deux dans l'équipe, notamment Aka et Witch, qui apparemment ne sont pas trop podcasts de base. Alors moi c'est un peu compliqué, parce que je crois l'avoir déjà dit, mais c'est un podcast qui m'a donné envie de me lancer, enfin de tenter l'expérience justement de cette émission-là sur le site. Donc c'est Silence on joue d'Erwan Cario sur Libération, donc un podcast essentiellement consacré aux jeux vidéo, mais qui aborde aussi les jeux de plateau, puis ou les coups de cœur perso des chroniqueurs en fin d'émission aussi, souvent dans des registres qui n'ont rien à voir justement avec le jeu vidéo, pour parler d'autres choses. Donc c'est vrai que c'était un peu pour moi le modèle à suivre, c'est-à-dire de causer d'un sujet qui nous rassemble, mais sans hésiter parfois à déborder un peu, parce qu'on n'est pas obligé de rester dans des cases, et puis aborder parfois autre chose même que la fantasy, ne serait-ce que 5 minutes en fin d'émission, parce que c'est toujours intéressant justement ne serait-ce de montrer aux gens qu'on ne lit pas que ça, ou qu'on ne fait pas que ça non plus toute la journée. Sinon ouais, récemment j'ai pas eu de découverte particulière en podcast malheureusement. Faudra peut-être que j'y réfléchisse un peu mieux. Donc s'il y en a que ça intéresse parmi les auditeurs, sur le forum Baki, dans la section taverne, il y a un topic qui récapitule les podcasts suivis par les membres en fait. Ouais, en effet, oui, écoute, tu fais bien de le préciser, parce que j'y aurais pas forcément pensé sur le coup. Effectivement, ouais, il y a eu pas mal de recommandations qui m'est arrivé d'écouter un peu. Après, bon voilà, j'ai pas forcément de podcast que je suis religieusement, voilà. J'en écoute, je picore un peu à droite à gauche, mais je suis pas forcément un auditeur assidu moi-même. C'est plus une question de circonstance, on va dire. Enfin, de sujet, quoi. Si le sujet d'une émission dont j'entends parler me branche, je la suis plus volontiers que l'émission, peu importe laquelle. Et du coup, je comprends que les gens fassent pareil avec nous, à la limite, et qui suivent le podcast selon le sujet du mois. Ça me dérange pas du tout. Me comportant de la même façon, forcément, je vais pas critiquer les gens qui ont tendance à faire pareil. Ah ouais, moi je suis un drogué de l'hyperlien, j'arrête pas de cliquer sur les hyperliens, je découvre plein de trucs comme ça. Ah oui, ça c'est autre chose, c'est vrai qu'une fois qu'on commence, difficile de s'arrêter. En tout cas, je tiens à vous remercier donc pour les réponses, pour Gilo que je vais en direct, et pour les autres qui apporteront peut-être des témoignages par la suite. Voilà, donc je voulais aussi rajouter moi-même que j'ai découvert elbakin.net à travers le podcast. Moi, c'était en écoutant à l'époque où je jouais aux jeux vidéo, j'écoutais beaucoup de podcasts sur Warcraft, hein, comme bon chevelu qui se respecte, et qui m'avait indiqué le podcast sur le sexe, hein, justement. Moi, j'assume, j'ai découvert Elbakin grâce au sexe. Hein,
Je pense que c'est la phrase qu'on va retenir de ce numéro 50. Ouais, c'est ça. Donc c'est ma faute et donc voilà, moi ça m'a amené à du coup faire ma chronique sur le site maintenant. Merci Gilo, merci au site pour ces 50 podcasts du coup. Et puis voilà, on va attendre la suite maintenant. Ouais, on va essayer. En tout cas, merci à toi et à tous ceux qui nous supportent dans tous les sens du terme, on va dire, depuis 4 ans et demi. Puis on espère vous donner rendez-vous pour une autre émission, peut-être bilan, pour le numéro 100. Bon, ça voudra dire que le podcast dure depuis 9 ans. Je sais pas dans quel état on sera, mais en tout cas, on va essayer de tenir bon. Donc voilà, encore une fois, merci à tous et au podcast, rendez-vous au podcast 51. Voilà, bye bye. Ciao.